Salut les ludistes, bienvenue sur la chaîne de Ludicev. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit point sur les jeux joués lors d'un week-end. Allez, c'est une nouveauté, un petit retour sur les sensations, sur les plaisirs procurés par le jeu. Alors tout de suite, on commence par une petite boîte et à noter aussi que toutes ces boîtes de jeux et toutes ces parties ont été faites uniquement à 2 joueurs. Donc l'avis que je vais donner et ressentir, boum, ça tombe derrière moi, c'est pas très grave. Ce sont des avis pour des parties du coup uniquement à 2 joueurs. Alors la première boîte, on va faire de la plus petite à la plus grande et on terminera par une boîte que je n'ai pas parce que c'était en allant jouer chez mon ami Vincent. On parlera aussi de Old King's Crown. Et là, je risque de me faire taper sur les doigts par certains, mais c'est pas grave, j'assumerai. Donc, alors, les premiers jeux, le premier jeu, c'est Fliptown. Fliptoons, pas Fliptown, Fliptoons, un petit jeu de cartes. Il y a une vidéo sur la chaîne si vous voulez en savoir un petit peu plus. Un petit jeu de deck building et d'aléatoire où on va avoir des cartes avec effet, où il faut essayer de se construire un petit tableau de 6 cartes, 3 en haut, 3 en bas. Chaque carte a des effets de positionner des cartes sur une autre carte, de retourner des cartes, etc. Chaque carte va nous permettre de récolter de la gloire et cette gloire ou cette somme d'argent, entre guillemets, va nous permettre d'acheter de nouvelles cartes qui ont des nouveaux effets. Le but sera bien sûr du coup d'essayer d'avoir des cartes qui combattent très bien entre elles, essayer de se créer un combo de cartes. On a aussi la possibilité d'épurer son deck en éliminant des cartes de son jeu. Et à chaque fois, on récupère les cartes de son deck, on mélange, on en tire 6 de manière aléatoire. Il y a un petit côté hasardeux dans ce jeu, mais qui ne me dérange pas sur des parties qui durent allez, maximum 20 minutes. Parce que dès qu'un joueur a réussi lors d'une manche à récolter 30 points de gloire ou 30 sous, ça dépend comment on appelle ces petites choses, eh bien il déclenche la dernière manche de flip. On retourne ces 6 cartes et c'est sur cette dernière manche que celui ou celle qui accumule le plus de points remporte la partie. Donc c'est pas forcément celui qui déclenche la fin. Le premier qui obtient les 30 points de renommée, de sous, etc. Gagne juste une petite carte qui lui donne 3 points d'avance pour la manche finale. Alors c'est une toute petite boîte et donc c'est cette carte-ci là. Hop, le premier joueur remporte du coup celui qui met 30 points celui qui déclenche la fin de partie a plus 3 directement pour le dernier tour de jeu. J'aime beaucoup ce jeu, il tourne beaucoup à la maison depuis qu'on l'a. Alors je vous montre rapidement les illustrations sont très belles. Allez voir la vidéo qui présente le jeu si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais en tout cas, depuis qu'il est à la maison, on enchaîne les parties à 2, ça tourne très bien. Et c'est une vraie réussite, cette petite boîte-là ne quittera pas la ludothèque de sitôt. Voilà pour la petite boîte. Ensuite, on a fait une partie de Les Caprices du Roi, pardon. Jeu très très étonnant. On en a fait 2 parties à suivre et après avec Ludimel, avec 2 parties à suivre avec Vincent et à la maison le lendemain j'ai fait de nouvelles parties avec Ludimel. Un jeu très surprenant. Lors de la première partie avec Vincent, on a regardé les règles, on a installé le jeu, on a fait la première manche. On s'est dit quoi? On va juste faire 6 choix parce qu'en fait dans le Caprice du Roi, on va juste avoir une main de 7 cartes. Ça va se jouer en 6 manches et une manche c'est simplement je recrute une carte du marché ou de la pioche aléatoirement et je défausse une carte. Point. Quand les 2 joueurs ont fait ça, fin de la manche 1. Manche 2, je choisis une carte, je défausse une carte, fin de la manche 2. Et on s'est dit mais on va rien pouvoir faire juste en 6 manches en prenant une carte, en défaussant une carte. Eh bien si, c'est super 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 malin. Parce qu'en fait, il y a une mécanique de jeu à la Fantasy Realms. Alors, ça a été vendu, ce Caprice du Roi, là, comme un Fantasy Realms bis. Eh bien, pas du tout. La mécanique de prise de carte est exactement la même. Ça, on est d'accord. On prend une carte, on défausse une carte de sa main. On essaye d'avoir une main de carte qui combatte le mieux possible. Mais à l'inverse de Fantasy Realms, c'était des cartes entre elles qui combattaient. Et ce qui fait que si la carte qu'on attendait, qui combattait exactement avec les cartes qu'on avait en main, ne sortait pas, on ne pouvait rien faire, ou n'était pas défaussé par les autres, ne pouvait rien faire. Là, ce ne sont pas les cartes entre elles qui combattent. En fait, ce sont les caprices du roi qui vont nous faire marquer des points. Alors, les cartes sont de différentes familles. Hein. On a les nobles, on a les bourgeois, on
on a les scribes, on a le clergé, on a les artisanes, on a les paysans, on a les chevaliers, etc. Et chaque famille a une manière de jouer un petit peu différente. Les ministres vont nous permettre de transformer, je dis une bêtise, un clerc en soldat, peu importe. Le soldat va permettre de transformer une autre carte en soldat. Une autre carte, pardon, il va pouvoir transformer une artisane, si je dis pas de bêtises. Hop là. Le chevalier, il va pouvoir transformer une de nos cartes, soit un paysan, soit une artisane, soit un bourgeois, soit un marchand, en soldat. Et pourquoi on ferait ça? Les bourgeoises nous permettent à notre tour de défausser 2 cartes de notre main pour en récupérer 2, soit de la pioche, soit du recrutement. Les nobles vont nous permettre aussi en les défaussant avec une autre carte, de récupérer 2 cartes de la zone de recrutement. Il y a moyen de récupérer les paysannes devant nous et ainsi du coup augmenter notre main de cartes parce que du coup on a les paysannes qui sont devant nous qui comptent potentiellement à la fin de partie dans notre main en plus des 7 cartes qu'on a et ça évite de défausser des cartes qui nous intéresseraient beaucoup. On a un petit rappel des cartes parce que les cartes, toutes les séries de cartes, en fait, elles sont numérotées, elles ont des valeurs. Les paysannes vont de 1 à 2, les artisans de 1, 2, 3 et 4. Parce que le but du jeu, ça va être d'essayer de remplir les caprices du roi. Alors, on a 2 caprices qui sont toujours en jeu, toujours dans la partie. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir une suite la plus longue possible de cartes. Si on arrive à avoir une suite de 8 cartes, on marquera 40 points. En pouvant transformer des bourgeois en artisans, en marchands. Enfin bref, il y a des effets de cartes qui peuvent permettre de transformer. Et on essaye aussi d'avoir des triplets, des quadruplets de cartes identiques de même type pour essayer de scorer un maximum. Et autre chose, dans la partie, on va avoir des caprices un petit peu différents, secrets en début de manche. On va en avoir 4 à chaque fois parmi tout ce tas de cartes-là qu'on place face cachée. Et au début de la manche 1, on révèle le premier caprice du roi qui vaudra lui du coup plus 30 points si on arrive à le faire. Et le premier caprice, c'est par exemple, il ne veut pas de scribe et il veut au moins 2 clercs dans sa cour, dans la cour qui sera dans notre main. Au début de la manche 2, on va en retourner une deuxième qui se combine avec la première. Alors des fois, il y a des effets contradictoires, hein. Le roi est un peu capricieux, ça rappelle un peu quelqu'un. Donc lui, il vaudra plus 30. À la début de la deuxième manche, on révélera son deuxième caprice. Là, il ne veut pas de bourgeoise et il vaut au moins une carte dans 2 des castes suivantes. Et ça rapportera 20 points si on arrive à le faire. Manche 3, on révèle un troisième caprice. Et manche 4, on révèle un quatrième caprice qui vaut le troisième 15 points, le dernier que 10 points. Et ensuite, on a 2 tours où on n'a pas de nouveau caprice du roi et c'est 2 tours où on essaye d'ajuster sa main, de comboter, etc. Eh bien, croyez-moi ou non, j'étais vraiment très très sceptique au début lors de la première partie et ensuite à la deuxième partie, on a vu le potentiel du jeu. On a commencé à se dire « Oh, mais j'aurais pas dû faire ça. Oh, mais je pouvais faire ça. Si j'avais eu un marchand, les marchands dans les séries, en fait, les marchands dans les séries rapportent 5 points à eux-mêmes quand on fait le caprice tac, 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 de l'ordre, hein, quand on essaye de faire des séries. Si dans cette série, on a des marchands, chaque marchand nous rajoute 5 points. Et si on a plein de marchands, il compte aussi dans l'union fait la force. Par exemple, si j'ai 4 marchands dans ma suite, ils vont compter dans la suite, ils vont rapporter 5 points chacun dans la suite, et comme j'en ai 4, ils vont me rapporter 15 points dans l'union fait la force. Donc il y a plein de petits combos à essayer de faire. C'est vraiment très malin, très apprécié, les cartes sont agréables à manipuler. À 2 ça fonctionne très très bien. Ça joue jusqu'à combien, je ne sais même plus. Ça se joue jusqu'à 5, les parties 30 minutes, même pas. À 2 joueurs, franchement, en 15 minutes, c'est plié. Donc on peut en refaire et essayer d'adopter de nouvelles stratégies. Il y a plein de stratégies à essayer de faire, je pense, dans ce jeu-là. Donc c'est les Caprices du Roi, une très bonne surprise qui ne fait pas du tout pour moi doublon avec Fantasy Realms. C'est pas du tout la même manière de jouer. Ensuite, on s'est fait une partie de tag team avec Vincent pour découvrir un petit peu le jeu. Moi, j'avais déjà fait des parties avec Ludimel et j'avais même fait une partie solo. Peut-être qu'il y aura une vidéo. Il y a un mode solo où on essaye d'enchaîner les combats et il faut essayer, je crois, j'avais pas été jusqu'au bout de la partie solo, de gagner 5 affrontements dans ce tag team. Alors ce tag team, moi, comment dire, là aussi je vais me faire taper dessus. C'est pas le gros méga coup de cœur. Clairement, c'est pas le gros coup de cœur de l'année. C'est un jeu qui se pratique bien. Je lui préfère Toy Battle et je lui préfère même Challenger. Il me fait penser un petit peu à Challenger dans la mécanique de jeu. On a des cartes, on les retourne, on prend des cartes, on les retourne, etc. C'est pas compliqué. 2 gros avantages pour lui. 1,
une boîte petit prix, qualité à l'intérieur top. On a 12 combattants, on peut se faire déjà une multitude de combinaisons de combats. Soit on choisit, on les choisit volontairement, soit on pioche les cartes. Alors ça, pareil, je l'ouvre tout de suite pour vous montrer. Il y a un truc tout bête. Alors ça, c'est le mode solo. Le mode solo, tag team mode solo, voilà, il y a combat simple. On fait en fait un combat un peu comme dans une arène. Le truc tout bête. Alors il y a deux trucs tout bêtes qui sont par contre super bien. C'est ce petit livret là, le guide des combattants, qui explique chaque spécificité de chaque combattant. Parce qu'en effet, dans Tag Team, ça c'est un gros point fort par contre, chaque combattant a sa manière un petit peu particulière de combattre. Donc il y aura des synergies entre des personnages qui vont super bien comboter entre eux, d'autres qui vont un peu moins bien comboter. Il y a des personnages qui mettent un peu de temps à monter en puissance, comme Bodvar, avant qu'il se transforme en ours berserk. Et bah, il va prendre des coups, il faut essayer de résister pour essayer de le booster pour qu'il se transforme. Et par contre, quand il se transforme en ours berserk, là, en général, il s'est accumulé un méga paquet de jetons violets là, qui représente sa force de frappe. Et après, une fois qu'il est transformé en ours, les autres n'ont plus qu'à pleurer. Donc voilà, ça c'est super bien fait. On a toutes les explications pour tous les personnages, un petit peu comment ils fonctionnent, comment les jouer, quelles sont leurs spécificités. Ça c'est vraiment top. Le livret de règles est tout simple, en même temps les règles sont archi simples. Les plaquettes, moi ça me dérange pas. On a dit le matériel un peu cheap. Alors oui, certes, hein, c'est du carton un peu souple, mais bon, c'est pas flagrant. Oui, certes, les petits jetons risquent de bouger parce que c'est pas du double couche, mais la boîte coûte 20 euros, hein, donc franchement, pour 20 euros, on a des cubes, on a 12 personnages, on a 12 plaquettes. Ah oui, certes, les points de vie, si on est un peu maladroit, peuvent bouger. Voilà, donc ça, c'est les personnages. C'est vraiment super. Moi, j'aime bien les illustrations. Je trouve que ça va bien avec l'univers. Il y a un petit côté finishim, hein, les jeux vidéo qu'on avait à notre époque, Mortal Kombat, là, il y a un petit peu ça, cette idée-là. Et le truc que je trouve top, franchement, c'est rien. C'est des cartes aléatoires. Quand on se fait un combat, on se dit, allez, on se fait un combat, pioche deux personnages, hop, et ben, tu joueras Milady et Mephisto. À moi, je pioche deux personnages, et ben moi, je vais jouer le petit peuple avec Shango. Voilà, c'est prêt. On sait qui on va prendre comme personnage. Je trouve ça super malin. Et moi, j'adore ce côté-ci. Par contre, c'est vraiment très bien pensé, ces petites cartes-là, pour tirer au sort ces combattants. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, après, c'est un jeu très simple. En 10 minutes, 15 minutes, le combat, il est terminé. En général, on ne tient pas très longtemps. Tout le twist du jeu, pardon, je ressors tout ça, c'est ce fameux système de... on prend juste, on a nos deux cartes de départ. Alors au départ, c'est vraiment un peu plat. Kingdom Crossing, c'est le prochain. On a nos deux cartes de départ avec les étoiles, là. Au début, on les met dans l'ordre qu'on veut. L'adversaire fait la même chose avec ses deux cartes étoiles de départ. Je retourne, il retourne. Ça nous montre quels sont les deux personnages qui se tapent. Alors par exemple, là, voilà, moi j'avais ça. Vincent, il avait les deux là, hop. Et ben les deux personnages qui se tapent, ben, c'est le berserk contre la paladin. Elle va monter sur sa petite piste, c'est son pouvoir spécial. Lui, il est en berserk, il va monter sur sa petite patte d'ours. S'il est en ours, il tape. C'est pas plus compliqué. Deuxième carte, je retourne. Et ben les deux qui se tapent, c'est le moine Shaolin contre Shin, la petite navigatrice chinoise là. On fait leurs effets. Fin de manche et fin de manche. On pioche trois cartes de notre deck. On les regarde. On en choisit une. Si je veux, allez, je veux l'ours. Hop, je mets les deux que j'ai pas choisis sous mon deck. Et le petit twist du jeu, c'est la carte que j'ai choisie. Je vais l'insérer dans ma série de cartes qui vont apparaître. Soit je la mets à la fin, soit je la mets au début, soit je la mets au milieu. Et on ne mélange pas. Et après, je retourne mon paquet. L'adversaire fait la même chose. Et on redépile ses cartes, etc. Quand on a fait nos trois cartes, on reprend trois cartes, on en choisit une qu'on vient insérer dans notre deck sans le mélanger et on redépile, etc. Donc c'est vraiment ultra simple. En termes de règles de jeu, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Les combats sont courts, ça va vite. Alors oui, on va me dire encore aussi, on peut essayer de mémoriser l'ordre dans lequel les cartes risquent de sortir pour essayer de mettre des contres, pour essayer que son attaque passe au moment où l'adversaire n'a pas joué de carte bouclier, etc. Donc oui, on peut essayer de retenir ça, mais ça reste quand même une grande part d'aléatoire. Donc c'est plaisant,
mais c'est pas le gros coup de cœur. Mais à avoir dans toute bonne ludothèque quand même, parce que ça tourne quand même très bien. Mais j'en avais entendu tellement comme quoi c'était le jeu de l'année, le banger de l'année, que certes, ça tourne bien, mais moi, c'est pas le jeu que je retiendrai de cette année. Par exemple, moi, ce Fliptoons là me plaît beaucoup plus. C'est un avis personnel, hein, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Ensuite, aujourd'hui, avec Ludimel, on s'est fait un Kingdom Crossing. Alors, ce Kingdom Crossing, ne vous fiez pas à cette allure enfantine, à ce petit castor tout mignon sur un pont, le petit ours qui construit son pont, le plateau tout coloré, tout chopinou, on a les petits pions maison avec des petites feuilles, des couleurs toutes flashy, du rose, du marron. Ce jeu n'est pas pour les enfants. Clairement, c'est un jeu initié. C'est pas compliqué en termes de règles, mais alors, quand il faut essayer d'optimiser et de faire ses choix, c'est pas simple. Gros coup de cœur. Ce Kingdom Crossing, franchement, moi j'ai été attiré au départ par la petite couverture à la Everdell, tout choupinou. C'est tout à fait l'univers que j'aime, la petite forêt, enfin bref, ça paraît tout mignon. Euh, mais alors, quand on y joue, donc 1 à 4 joueurs, le solo a l'air très sympa, j'en ferai une partie. 14 ans et plus, oui, je comprends, parce que alors il faut anticiper, il faut prévoir, on a plusieurs choses à prendre en compte. 45 à 90 minutes avec Ludimel, on a joué 1 heure et demie pour une première partie. Ludimel réfléchit beaucoup et c'est le style de jeu où elle se fait des nœuds au cerveau parce que elle veut tout faire et on ne peut pas tout faire. Donc il y a un système de jeu très sympa. On a 6 tuiles pour nos actions. On a un petit castor qui va se balader de pont en pont, qui va se promener. Sur les tuiles actions, il peut faire 1 déplacement, 2 déplacements, 3 déplacements. On a sur notre plateau ces petites papates, ces petites empreintes, parce que quand il va se déplacer, il va laisser une trace sur les ponts. Là, il y a 7 ponts pour se balader d'île en île. Et puis quand on passe sur un pont, on pose une patte et on n'aura plus le droit de repasser dessus pendant cette manche. On va jouer 4 de nos tuiles. Si on arrive à placer notre 6e patte ou notre 7e patte, on gagne des points de victoire. Et surtout, le twist, tout le truc un petit peu sympa, c'est sur l'île sur laquelle on va arriver, il y a des personnages qu'on va recruter, qu'on doit recruter en payant. Si on ne peut pas recruter un personnage sur une île d'arrivée, on n'a pas le droit de faire ce déplacement-là. Pourquoi on recrute ces personnages? Eh bien, pour les placer sur notre petite au-dessus de notre plateau là. Chaque personnage va avoir des effets. Alors, on a les renards qui vont nous donner des points de victoire par paire. À chaque fois qu'on a 2 renards au-dessus de notre plateau là en début de phase de manche, on gagnera des points de victoire. On a les violettes qui vont nous permettre de progresser sur une petite piste de revenus pour gagner des sous. Toujours quand on a 2 violettes, hop, ça nous déclenche l'action en début de manche. On a les bleus qui vont, eux, nous permettre d'activer des bâtiments qu'on place sous notre plateau. C'est vraiment très riche, hein. On a toujours par paire, 2 bleus permettront d'activer un de mes bâtiments. On a les rouges qui sont les sangliers. Pareil, pour un lot de 2 en début de manche, va nous permettre d'améliorer notre petite tuile, parce que nos 6 tuiles actions peuvent être améliorées. Je vous dis, c'est vraiment il est super riche. Donc, on choisit une tuile action, on la retourne, elle est boostée, elle est améliorée, elle est plus forte. Donc, là, pareil, sur les 6, on regarde tout, on dit, ah, ça c'est bien, on retourne l'autre, ah, ça c'est encore mieux, on retourne l'autre, ah, ça c'est bien aussi. Donc, il faut faire un choix. On a les cerfs qui permettent, eux, de monter sur notre petite piste de couleurs, là, sur les ressources. On a du jaune, du violet, du bleu, du rouge. Jaune, violet, bleu, rouge. Ah, comme les couleurs des cartes. Et parce qu'il y a une autre manière de scorer. Pour l'instant, je n'ai pas dit comment on score. Donc les cerfs, eux, ne donnent pas de points de victoire en fin de partie, mais pour chaque lot de 2 cerfs en début de manche, on pourra faire progresser un de nos jetons ressources sur notre piste de ressources. Voilà. Ensuite, on peut aussi recruter des bâtiments. Les bâtiments, on va les mettre sous notre plateau. Les bâtiments, ce sont des effets. En général, quand on recrute un bâtiment, on applique son effet tout de suite et son effet sera à nouveau appliqué à chaque début de manche. Tous les bâtiments en début de manche vont avoir un effet qui va s'appliquer. En début de manche, on va aussi mettre des petits jetons oiseaux sur tous les petits personnages, là, sur les 3, 5, 7, 10 tas de personnages. On va avoir des petits oiseaux qui vont apparaître. Quand on achète une carte où il y a un petit oiseau, on prend le petit oiseau. Le petit oiseau a un effet, gagner une ressource, gagner des points de victoire, améliorer sa piste de ressources, de revenus. On le stocke parce que
On doit aussi, ici, là, sur l'arbre de la reine, on a aussi des objectifs. Essayer d'avoir 7 petits jetons oiseaux, essayer d'avoir 3 bois et 5 pierres précieuses dans notre piste de ressources. Et quand on fait ça, on a nos petits pions points de victoire, on peut marquer des points de victoire supplémentaires. Quand on arrive à faire 2 contrats qui sont face à face, on obtient un parchemin. Parchemin qui permet de gagner des points de victoire en fin de partie, qui peut être 2 points en fonction de tel ou tel type d'oiseau qu'on a récupéré, qui peut être, je dis des bêtises, hein, 2 points par tuile action qu'on a réussi à retourner, etc. Donc ces parchemins-là, c'est une manière de marquer des points de victoire très importante. Ensuite, marquer des points de victoire, je vous ai dit aussi, c'est qu'on arrive à placer lors d'une même manche, c'est-à-dire quand on a fait nos 4 actions, si on arrive à placer notre 6e patte, on marque 3 points. Si on arrive à placer notre 7e patte, on marque 7 points. Sauf que placer ces 7 petites pattes, ça demande forcément d'utiliser une petite montgolfière. Parce que sinon, c'est impossible de traverser les 7 ponts sans utiliser la montgolfière. On sera obligé de repasser par un pont qu'on a déjà pris et ça, on ne peut pas le faire. Donc, si on arrive sur une île où il y a la montgolfière, au début de notre tour, on peut utiliser la montgolfière en payant 3 pièces pour se déplacer n'importe où sur une autre île et après on fait notre déplacement. On peut aussi utiliser la montgolfière, si elle n'est pas sur la même île que nous, on paye 10 pièces, on fait venir la montgolfière où on est, on se déplace et on fait notre action. C'est le seul moyen de réussir à placer ces 7 petites pattes et d'avoir le bonus de plus 4. Donc voilà à quoi sert la petite montgolfière. Ensuite, on peut aussi, sur notre piste de revenus, là, on va monter, monter, monter. À chaque fois qu'on a un petit symbole avec une pièce et un petit plus, on va monter sur notre piste de revenus ou on va enlever et refaire venir notre petit pion au début de la piste de revenus pour gagner des sous sur la case sur laquelle on était. C'est vraiment ultra riche, ultra, ultra riche. Je vous ai même pas expliqué encore comment on marquait vraiment encore des points. Sur notre piste, sur notre plateau personnel, là, on a aussi des petites maisons. Au départ, on a une maison qu'on place où on veut sur le plateau. Non, qu'on place en fonction d'une carte de départ qui nous dit nos sous de départ, nos ressources de départ et où est-ce qu'on se place au départ sur l'île. Et si on finit une manche, si notre petit castor là finit sa manche sur une île où il y a notre propre maison, on gagne une action bonus qui est de déclencher un effet de maison en dessous ou un effet de guilde si on a 2 cartes, au moins une paire. Et manière de poser, on a 3 maisons en tout dans le jeu. À chaque fois qu'on va avoir une série de cartes différentes, un renard, un hibou, une bleue, une rouge et un cerf, hop, on débloque notre maison, on va le placer sur une autre île, et quand on a posé nos 2 maisons qui sont sur notre plateau, on gagne aussi un parchemin qui donne des points de victoire en fin de partie. Ensuite, on a parmi nos 6 tuiles, pardon, sur nos 6 tuiles, on a une tuile reine ou roi pour pouvoir aller choper la carte qui est tout en haut de l'arbre. Là, à chaque manche, on a une carte. C'est une carte roi qui nous donne un petit effet en général qui est assez puissant, qui a aussi une couleur, donc on peut le rajouter parmi nos cartes qui sont en haut. Et celle-ci, il n'y a qu'une carte par manche, donc le premier qui utilise sa tuile pour récupérer la carte reine ou roi, eh bien les autres ne peuvent plus l'avoir. Mais c'est pas fini. Je vous dis, c'est un truc de fou. Franchement, il est super intéressant. Les petites tuiles là de déplacement, on a par exemple celle-ci, j'espère qu'on voit. Alors attendez, je remonte en haut à chaque fois, hein. Ouais, on voit pas mal, je pense. Ici, si je prends cette tuile-là qui a été améliorée parce qu'il y a une petite roue, j'ai le droit à un déplacement. 3 points de victoire si je l'utilise pour travailler, ça s'appelle. Mais cette tuile-là, pendant mon tour, je peux dire je me repose. C'est-à-dire que j'utilise cette tuile-là, je la mets de côté, je l'utilise pour gagner en haut là les sous qui sont indiqués. Donc c'est un deuxième moyen de récupérer de l'argent, c'est de se reposer et de regarder combien on gagne. Donc là, en l'occurrence, on gagne 5. Et pour la carte roi, elle permet de gagner 8 sous. Donc c'est un moyen de gagner des sous. On peut regagner des sous aussi avec les bonhommes. Etc. J'ai oublié de dire aussi que quand on recrutait des bonhommes, là, hop, quand on recrutait des bonhommes, ils nous offraient des choses. On gagnait des ressources, on gagne des points de victoire, on gagne un effet immédiat. Enfin bref, on gagne plein de choses. Et surtout, quel est l'intérêt autre d'accumuler plein de cartes en haut? Et pourquoi ferions-nous progresser nos pistes de couleurs, là, des ressources? Parce que à la fin de partie, on va regarder le curseur qui est le plus bas parmi les 4, hein, parmi le jaune, le violet, le bleu, le rouge. Et en bas, là, ici,
Et ben, on va regarder, on a une zone avec 2 points, 3 points, 5 points. Et ben, le curseur le plus bas nous indique combien de points vont nous rapporter les bâtiments qu'on a posés en dessous. Donc ça veut dire que si on fait une stratégie où on construit beaucoup de maisons, eh ben, on va essayer de monter tous nos curseurs pour atteindre cette frontière-là là, qui fait 5 points. Et à ce moment-là, en fin de partie, chaque bâtiment vaudra 5 points. Si jamais j'ai le malheur de laisser un de mes 4 curseurs en tout début de piste, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais fait progresser, eh ben, chaque bâtiment me verra peanuts, cacahuètes, rien du tout, 0 point de victoire. Donc, il y a plein de stratégies à mettre en place. Soit on se dit, je fais full bâtiment. En général, les bâtiments sont gratuits. Donc, on peut se dire, je fais full bâtiment. Mais à ce moment-là, il faut que je fasse monter tous mes curseurs pour que mes bâtiments rapportent plein de points. Et autre possibilité de marquer beaucoup de points, c'est sur cette piste-là. Alors, je vais essayer de vous... Ah, je ne peux pas parce qu'il est tout au fond. Peut-être que vous allez voir. Sur cette piste, on a des petites feuilles ou des petites sculptures là, hop, peut-être qu'on verra mieux, des petites sculptures de castor en bois là, avec des étoiles. Et en fait, dans la partie, on va gagner ces petits jetons-là en recrutant des villageois qui vont nous dire vous gagnez 2 jetons, deux jetons feuilles, fleurs. Et donc, on prend les 2 jetons et on vient les placer sur nos petites pistes parce que après, en fin de partie, nos cartes de guilde là-haut, en fonction de leur couleur, vont nous rapporter des points en fonction d'où est arrivé notre marqueur, mais surtout en fonction des étoiles que notre marqueur va avoir traversées. Et ça a été quelque chose que Ludimal a eu du mal à comprendre. C'est qu'il faut non seulement faire monter, par exemple, si moi j'avais fait une stratégie avec beaucoup de cartes violettes, donc j'avais fait monter beaucoup ma piste violette, je suis arrivé à fond sur mes violets, et surtout j'avais positionné tous mes petits jetons fleurs et mes petits jetons castors sur cette piste violette, et à ce moment-là, au total, j'avais 1, 2, 3, 4, j'avais 5 étoiles sur cette piste-là, que j'avais réussi à placer avec différentes actions, ce qui fait que chaque carte violette me valait 5 points. Donc il y a plein de stratégies possibles. On peut se faire franchement des nœuds au cerveau. Donc c'est super. Franchement, c'est une très belle découverte. Plein de stratégies possibles. Au départ du jeu, là, on n'a que ces six cartes objectifs qui sont toujours les mêmes, mais on les met de manière aléatoire. Donc ça fait un peu de variabilité pour débloquer les contrats qui sont au milieu. Les tuiles parchemin là, qui rapportent des points de victoire sont très intéressants, mais c'est pas facile à attraper. Et puis il y a toute cette gestion là de faire progresser notre curseur, nos 4 curseurs de ressources, mais il faut aussi aller choper, je vous dis, les petits jetons et les petits jetons fleurs castor qui nous donnent des étoiles. Parce que si je fais monter ma piste violette à fond, mais que j'ai mis aucune étoile sur cette piste-là, bah, chaque carte vaut 0. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ce Sorry We Are French, ce Kingdom Crossing, franchement, un top jeu. C'est un très bon jeu, mais je le répète, ne vous fiez pas à la couverture choupinou, c'est pas un jeu pour enfants, c'est pas un jeu familial, pas du tout, c'est un jeu casse-neurones. Il va falloir réfléchir, anticiper, programmer et prévoir plein de stratégies et plein de choses, prendre en compte plein de choses en même temps. Voilà, donc ce Kingdom Crossing, oui, foncez dessus, c'est du très bon. On continue. On s'est fait aussi un Moon Colony Bloodbath. Alors celui-là, je l'ai fait découvrir à Vincent qui ne connaissait pas du tout. Bien sûr, il connaissait l'auteur qui est celui de Dominion, Donald X Vaccarino. Et ça a été un carton plein. Tous ceux à qui j'ai fait tester ce Moon Colony ont adoré. C'est un deck building là aussi qui se passe en 2 temps. C'est un deck et destruct building, c'est-à-dire que c'est un jeu pareil. Allez voir la vidéo sur la chaîne si vous avez envie d'en connaître et d'en savoir un petit peu plus. C'est un jeu qui joue grosso modo en 2 phases. Pendant la première phase qui dure environ 10-15 minutes, on va récolter des cartes, on va construire des bâtiments, ça se passe tranquillement. Et sur chaque bâtiment, on a des petits bonhommes qui sont abrités à l'intérieur parce qu'au bout d'un moment, on est sur la Lune, on construit des bâtiments avec l'aide de robots. Et au bout d'un moment, les robots vont un petit peu se détraquer et ils vont commencer à attaquer nos habitants. Donc on va perdre des habitants, et le but du jeu, c'est à la phase de Destruct Building, on va perdre nos cartes, bâtiments qu'on avait durement gagnés à construire, et à chaque fois qu'on élimine une carte, on récupère les bonhommes qui sont à l'intérieur, qu'on y amène dans notre zone, et le but du jeu est très simple, c'est de résister le plus longtemps. Dès qu'un joueur n'a plus d'habitants de disponibles dans ces bâtiments parce qu'on a détruit tous nos bâtiments et qu'on n'en a plus du tout dans notre réserve, c'est fin de partie, et celui à qui il reste le plus d'habitants dans ses cartes encore devant lui et dans sa zone remporte la partie. C'est hyper simple,
On a le fonctionnement de jeu, c'est on a un petit deck de cartes, on dépile ce deck, on retourne une carte, ça nous dit de faire quelque chose, on retourne l'autre carte, etc. Quand le tas est épuisé, on remet. Il y a des robots qui vont venir se mettre dedans au fur et à mesure, il y a des événements qui vont venir se mettre dans ce paquet. C'est un paquet commun, donc tout le monde joue en même temps, il n'y a pas de temps mort. C'est hyper rigolo de voir un petit peu ce qui se passe chez les autres. Ah, lui, il est en train de souffrir, il dégomme ses bâtiments, puis là d'un coup, il réussit à choper une carte bunker qu'il pose et bam, dans le bunker, on a 20 bonhommes qui sont en réserve, donc il se remet bien. C'est une tension comme ça, c'est très très rigolo, c'est très rapide, c'est très dynamique et ça fonctionne sur tout le monde. Donc ce Moon Colony Bloodbath, très très bon aussi. Donc j'en parle pas plus parce qu'il y a la vidéo, mais en tout cas c'est très bon. Et j'en viens au dernier jeu. Il n'est pas là parce que c'est un jeu que possède Vincent, que j'avais vu sur les réseaux, qui m'intriguait quand je suis arrivé chez lui. J'ai vu la boîte posée sur la table, c'est Old King's Crown. Ce jeu est d'une beauté absolue, c'est vraiment magnifique. Le matériel est top, les illustrations sont topissimes, l'univers est dingue, mais... Alors attention, je vais me faire taper dessus, j'ai fait qu'une partie. Et je connaissais pas spécialement le jeu, ni je mettrais des incrustations devant, là je sais pas où, devant ici, là. Je connaissais pas le jeu, j'avais juste vu un visuel, j'avais regardé très très rapidement, je me suis dit, ouh, ça a l'air sympa. Mais c'est pas du tout mon style de jeu à moi. Donc si vous adorez, si vous aimez, si vous êtes attiré par Old King's Crown, par le visuel, faites attention, intéressez-vous au gameplay, parce que si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas le guessing, vous n'aimez pas jouer vos cartes et monter votre stratégie tout en face cachée. Si vous n'aimez pas que tout ce que vous aviez prévu de faire, que vous avez anticipé, planifié, vous cassez votre tête, et comme vous jouez vos cartes à l'envers, quand tout le monde révèle, eh ben, les 3 quarts de votre truc ne se font pas, ce jeu ne va pas vous plaire. Autre chose qui m'a déplu entre guillemets dans ce jeu-là, c'est l'univers, je vous ai dit, magnifique. Les cartes format tarot sont splendides. Le plateau avec les différentes régions, là, c'est très très beau. Mais alors quand on joue, je sais même pas en fait, j'ai fait une partie qui a duré 2 heures quand même, hein, un peu long. On était pourtant en partie normale, on n'a pas fait la partie longue. Je sais même pas pourquoi cet univers, où est-ce qu'on était, pourquoi on faisait ça. J'ai juste compris qu'il fallait qu'on gagne le plus de points possible, les petits jetons, là, les petits points. Donc bah, dans les régions, j'essayais de gagner pour gagner les petits points. Voilà, mais je sais pas pourquoi ce tel univers, cette ambiance-là était présente dans le jeu. J'avais des cartes, je regardais que les symboles sur les cartes et leurs valeurs. L'illustration, en fait, ça me permettait juste de passer le temps quand Vincent réfléchissait à ce qu'il allait faire. Donc, je regardais les jolies cartes, etc. Donc, ça, c'était cool. Mais par contre, j'ai trouvé ça très long. Le jeu se joue en 5. On a joué en 5 manches. Ouais, en 5 manches. Chaque manche, par contre, c'est super bien fait. Le jeu, alors, attention, avant de me faire critiquer et me faire descendre, le jeu n'est pas mauvais du tout. Le jeu est super bien pensé, c'est super fluide. Une fois qu'on a fait une saison, on a compris ce qui se passait. C'est juste que moi, c'est pas mon style de jeu du tout. On a une main de cartes, chacun des 2 joueurs ou des 3 joueurs ou des 4 joueurs. Nous, on a joué à 2. On a chacun un peuple asymétrique, sauf au départ, on a tous le même deck de cartes. Par contre, notre plateau de jeu, on a des effets différents qui ne se résolvent pas au même moment dans la partie, dans la manche. On a une cité, entre guillemets, où on a là, par contre, un deck de cartes propre à chaque faction qui différencie les uns des autres, qu'on va pouvoir acheter quand on fait des voyages, etc. On gagne des petits parchemins pour pouvoir acheter des cartes qui vont dans notre main, qui là, par contre, sont différentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, j'ai bien aimé ça, ce principe-là de récupérer des cartes qui sont pas les mêmes que les autres. La symétrie du plateau est aussi très bien pensée. On a des petites plaquettes en bas sous notre plateau qui sont des effets one-shot, sauf un qui peut être répété 3 fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le jeu n'est vraiment pas mauvais, mais alors, c'est le gameplay que j'ai pas aimé. Alors déjà, la phase 1 commence par une phase d'enchère. Pareil, je suis pas un fan des jeux d'enchères, donc ça commençait pas bien. Donc cette phase d'enchère, on choisit une carte dans notre main, on la met face cachée. Voilà, donc on ne sait pas ce que fait l'autre. Alors oui, bien sûr, quand on a plusieurs parties, on peut voir un petit peu, en fonction de ce qu'il a défaussé la manche d'avant, on se dit, bah, il a plus ces cartes-là. En fonction des cartes qu'il a envoyées en conseil en haut, parce qu'on peut envoyer des cartes au conseil qui sont bloquées, on se dit, bah, cette carte-là, il l'a plus non plus. Donc dans sa carte, je vois qu'il a ça là-bas, je vois dans sa défausse, il a ça, donc potentiellement dans sa main, il a ça.
Alors ouais, d'accord, à 2, à la limite, je peux essayer de faire l'effort de mémoriser, de faire. À 3-4, s'il faut retenir tout ce qu'ont jeté les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles cartes ils ont en main, le jeu il dure 4 heures quoi. Donc oui, on peut, si on veut s'amuser et qu'on est fin mathématicien et qu'on a une mémoire d'éléphant, essayer de mémoriser ce qui a été défaussé, ce qui a été joué, machin, 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 pour, pareil, anticiper, j'anticipe, hein, parce que même si je sais potentiellement ce qu'il a dans sa main, bah, je ne sais pas ce qu'il va jouer. Donc voilà, donc la première phase, hop, on met une phase cachée, c'est l'enchère. On révèle, celui qui a la plus forte carte choisit dans une rivière de cartes, les cartes royaumes, là, c'est des cartes qui donnent des effets permanents en plus de nos effets. Donc, c'est des cartes en général qui sont assez puissantes et assez sympathiques. Donc, celui qui a joué la plus grosse, hop, il choisit en premier, il met ça sur son plateau joueur. On a 2 espaces pour ces cartes royaumes, pas plus, mais on peut en enlever pour mettre la nouvelle. La carte qui a été utilisée pour prendre ce royaume, elle est bloquée. C'est une carte qui protège cette carte royaume. Et la valeur, du coup, parce qu'attendez, hein, c'est le deuxième effet qui se coule, on peut se piquer des trucs aussi. C'est-à-dire que tu te montes une stratégie, tu dis ouais, j'ai cette carte royaume, j'ai ci, j'ai ça, et on peut te casser ta stratégie quand même parce qu'on peut venir te piquer ta carte royaume. Ça, j'ai trouvé ça un peu dur. Tu sacrifies une carte parce que tu veux absolument un truc, tu le prends, tu commences à monter un machin, tu fais ah c'est bien, je commence. Et là, enchère suivante de la manche 2, 3 ou 4, hop, moi j'avais protégé ma carte avec une 6, il joue une 7. Il peut très bien décider de ne pas prendre de carte dans la rivière des cartes royaumes, mais de venir te chourave et te piquer ta carte à toi. Et là, tu pleures parce que ce que tu avais prévu de faire potentiellement pour la suite de la manche, bah, tu peux plus le faire. Voilà, donc ça m'agace un peu. Quand tu passes du temps sur... Alors, attention, pareil, sur un jeu qui dure 20 ou 30 minutes, ça me gêne pas. À limite, le guessing sur les jeux d'ambiance, je suis pas foufou, mais ça peut passer, ça dure pas longtemps, ça passe. Là, sur un jeu qui dure 2 heures, tu t'embêtes à monter un truc, tu fais ta stratégie, tu fais ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, on vient de casser ta stratégie. Tu fais bof. Donc voilà, ça, j'ai pas trop aimé. Donc voilà, cette phase d'enchère pour gagner une carte royaume, c'est une bonne idée, c'est super, ça te permet de rajouter encore des nouveaux effets qui peuvent varier à chaque partie, ça c'est top. Ensuite, on a une phase, si je dis pas de bêtises, on a une phase où après, on va aller envoyer nos héros, là, c'est nos gros pions, sur une zone de jeu qui est divisée en 3. On a trois régions qui sont divisées en 2 lieux chacun. Chaque lieu, après, il va y avoir des batailles pour activer des récompenses, donc notamment gagner des points de victoire, plus d'autres petits effets qui sont sympas aussi. Donc on place nos pions héros, et là après il y a cette phase de choix de cartes. Dans chaque région, chaque joueur va poser une carte, tac, 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 et après il y aura une bataille. Et on va pouvoir envoyer aussi des renforts, des +1, des +1, etc. Et cette phase de jeu là, elle se fait purement face cachée. Sauf éventuellement, à la manche d'avant, on a pu garder des cartes face visible, rester sur le plateau, donc on voit peut-être qu'il a un peu de force dans cette zone-là. Mais après, de toute manière, chaque joueur va mettre une carte face cachée dans chaque région. Et c'est cette phase-là qui, moi, m'a pas énormément plu, parce que ça se fait face cachée. Donc voilà, on pose. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut essayer de calculer, retenir, batati, patata, oui, d'accord, si on connaît les cartes, on peut essayer de retenir, mais alors là, ça devient un jeu calculatoire plus qu'autre chose, et ça, j'aime pas spécialement non plus, quand en plus c'est caché. Donc, je pense qu'il a peut-être cette carte-là, qui va peut-être mettre cette carte ici, parce que lui, il pense que j'ai... C'est le truc qui me gonfle. Alors, je vous dis, oui, sur un jeu d'ambiance de 20 minutes, je peux faire cet effort-là, sur un jeu de 2 heures, voilà. Donc, en plus, je vous dis, à 2, ok, c'est peut-être faisable. À 3-4, s'amuser à retenir tout ce qu'ont fait les autres. Et lui, il a peut-être ça en main. Mais ouais, mais lui, il a peut-être ça. Oui, mais lui, il a peut-être ça. Et il a placé son héros ici. Donc peut-être qu'il va jouer sa carte là. Mais peut-être que lui, il va vouloir le... Oh là 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 là, j'imagine même pas à 3 ou 4. Donc bref, on fait face cachée. Il y a des effets de cartes, des effets de pouvoir qui permettent d'aller regarder une carte là. Ok, ah, je vois ce qu'il a. Donc moi, je vais pouvoir m'adapter. Mais lui peut peut-être le faire aussi. Ensuite, on planifie. Tac, 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 on fait ça. On envoie nos renforts potentiellement, et ensuite le dernier joueur, celui qui a le moins de points de vue sur l'ordre de tour là, il va décider dans quel ordre vont se dérouler les batailles. Ok. Parce que tu peux avoir anticipé des trucs. Alors mettons bataille 1, on fait une région, tac, tout le monde révèle ses cartes. Potentiellement là-dedans il y a un assassin qui dégomme toutes tes cartes. Oh, 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 oh. Là tu fais tu pleures. Parce que tu avais prévu un truc, lui t'assassine, tes cartes partent, elles vont au cimetière, tu les reverras même plus. Sauf si après il faut que tu les récupères. Et là tu fais bon, bah ce que j'avais prévu en gagnant peut-être ça, bah je peux plus le faire. Donc le truc que j'avais prévu avant, bah il servira pas non plus.
Et donc, la phase de jeu là où tu as programmé face cachée, ça t'a pris, allez, 10, ça peut être long, hein. Tu dis, ouais, ouais, je fais ça, parce qu'après, je vais faire ci, parce qu'après, je vais faire ça. Donc, ça peut durer 10, 15 minutes, ceux qui se font des nœuds au cerveau. Si en plus, tu dois dire, ah, lui, il a peut-être ça, alors lui, il a peut-être ça, peut-être il va mettre ça, peut-être, ah, hop, hop. Tu as passé 15 minutes à réfléchir, bam, tu révèles, tout ce que tu avais prévu, tu peux plus le faire. Moi, j'ai du mal. C'est moi, hein, moi, j'ai du mal. Il y en a qui vont adorer, moi, je déteste. Donc, voilà, donc après, bah, c'est un calcul de force. Les cartes, elles ont des valeurs. Celui qui a la plus grosse force, eh ben, il va pouvoir choisir un des deux lieux, gagner la récompense du lieu. Les autres, walou, ils ont tout perdu. Sauf que certaines cartes ont des cartes de retraite, donc au lieu de les perdre complètement, tu peux les reprendre dans ta main, sauf si elles se sont fait assassiner. Tu as quand même des cartes qui protègent un peu parce que il y a des icônes avec un casque, avec un bouclier. Alors si tu as un bouclier, je crois, si je dis plus de bêtises, elles peuvent pas être ciblées par le tueur. Donc celle-là, tu les gardes. Tu as le casque. Si tu as un casque et que tu te fais tuer, elle va pas au cimetière, mais tu la remets dans ta défausse, donc tu vas la récupérer plus tard. Et par contre, tu as un truc sympa, où c'est là où il y a du guessing, double guessing. Si tu as un assassin de la même région de l'assassin, tu as une carte qui a un symbole collectif, l'assassin est aussi éliminé. Donc tu peux te dire, il va peut-être jouer un assassin, donc je vais mettre un groupe collectif, mais s'il met pas d'assassin, enfin bref. C'est le jeu, je le répète et je le répète, le jeu n'est pas bête du tout, n'est pas mauvais, il y a plein de super bonnes idées. C'est juste moi, perso, et je préviens ceux qui n'aiment pas ce double guessing, machin bidule, ça va pas vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a pas plu. Alors que le jeu avait l'air très 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 sympa. Ce qui m'a pas plu non plus, c'est le manque d'immersion. J'ai joué des cartes, j'ai fait que ça toute la partie, hein. On aurait pu mettre un plateau noir avec juste les récompenses, mettre des cartes sans illustration avec juste les valeurs et les icônes, c'était pareil. Je sais pas pourquoi l'assassin tuait dans cette région, enfin bref, l'immersion, il n'y en avait pas. Donc voilà, grosso modo, ça se passe comme ça. Après, on gagne des points de victoire. Ensuite, à la phase d'automne, on peut réactiver des effets de cartes si on a le bon symbole automne sur les cartes, sur notre plateau cité, etc. On peut envoyer des cartes de notre main voyager. Sur les cartes, il y a des petits marteaux, des petits parchemins. On peut les envoyer voyager. Alors, si on a une carte qui n'a pas le petit symbole de carte, justement, de carte parchemin, on perd cette carte, elle va au cimetière. Si on joue une carte qui a un petit carte chemin, on la met dans notre défausse pour pouvoir la reprendre. Bref, voilà. Et donc, quand on gagne des parchemins, c'est là où on peut acheter des cartes qui sont dans notre deck mis de côté au départ pour booster un petit peu notre main. On a des cartes aussi, des cartes lieux qui sont des effets permanents qui peuvent être super violents. Donc voilà, ça c'est très malin, c'est très sympa. On a aussi une partie dans l'automne où on peut envoyer des cartes au conseil. On a un petit plateau en haut où il y a 3 zones de conseil. On envoie une carte là-bas, elle est bloquée pour le reste de la partie. Sauf, pareil, on peut se prévoir une stratégie. T'attaques, tu fais, ouais, j'envoie des cartes là-haut parce que il y a le conseil là qui me fait gagner beaucoup de points de victoire ou cette partie-là du conseil qui me fait récupérer des pions clans, parce que les pions clans qu'on a utilisés, c'est les renforts, hein. On les perd, ils vont au cimetière, et le seul moyen de les récupérer, c'est d'avoir des cartes au conseil pour récupérer des clans, sinon on les a plus. Ils sont au cimetière, on les aura plus. On se prévoit des trucs, on sacrifie des cartes, on fait ça, on fait ci, mais pareil, on peut tous faire dégommer par un joueur qui gagne dans un lieu, je sais plus lequel c'est, et qui dit, poum, toutes les cartes de ce conseil-là, on les dégomme. Voilà, hop, ce que tu avais prévu de faire, bah tu le fais plus. Donc, voilà, c'est ce qui m'a vraiment gêné, entre guillemets. Les jeux d'affrontement, j'aime bien ça, mais les jeux d'affrontement, pas d'affrontement, mais les jeux où tu construis une stratégie, tu prends du temps, tu réfléchis, et non seulement tu n'es pas sûr, avec ce satané guessing caché là, que ça se passe bien, et en plus, même les trucs qui sont visibles, eh ben, on peut te les dégommer. C'est-à-dire que les seuls trucs où tu peux dire, bah, ça je l'ai, je suis sûr de l'avoir, je vais faire ça, eh ben non, t'es pas sûr de l'avoir. Tes cartes royaumes que tu t'es enquiquiné à aller chercher, on peut te les voler. Tes cartes conseils que tu t'es embêté à les poser au haut là pour récupérer tes clans, pour gagner des points, voir un babidule, un joueur peut te les virer aussi. Oh, c'est méchant, c'est pas gentil, j'ai pas trop aimé. Quand tu montes une stratégie, que tu prends du temps, tu passes du temps, tu réfléchis, qu'on puisse te la casser comme ça, c'est violent. Et moi, j'ai pas trouvé ça fun. Donc voilà, ce Odd King's Crow. Attention, attention, je n'ai fait qu'une partie à 2 joueurs.
C'est pas une mécanique de jeu que j'aime moi personnellement et ça m'a conforté dans le fait que je n'aime pas jouer face cachée et je n'aime pas le guessing, le double guessing, le triple guessing, patati patata, j'aime pas ça. Je n'aime pas les jeux trop violents d'affrontement direct pendant ta tête où tu dis 7 cartes royaume, je te la vole. Tes cartes là-bas que tu as mis, je gagne ce combat-là, je choisis cette récompense, vous enlevez toutes vos cartes de là-haut. Ouais. Et pourtant, j'ai gagné, hein, donc j'aurais pu dire, ouais, c'est pas grave, j'ai gagné, c'était très bien. Bah non, j'ai trouvé ça long. 2 heures à 2, j'ai trouvé ça un peu long. Et puis voilà. Donc par contre, très beau. C'est un bon jeu. Très, très beau. Immersion 0, par contre. Immersion, il n'y en a pas. Je le redis, je ne sais pas pourquoi cet univers-là. Je ne sais pas pourquoi j'avais ces cartes-là dans ma main. Très, très jolies, hein, mais je regardais que leurs valeurs et leurs effets en bas et s'ils avaient des effets. Et s'il y avait des parchemins et des marteaux. Mais sinon, je n'ai pas du tout compris l'univers. Je ne suis pas rentré dedans. Je crois qu'on n'a pas besoin de rentrer dedans. Je vous dis, hein, ça aurait pu être un plateau tout simple avec juste des zones de numéros avec les récompenses. On posait nos cartes, on faisait la confrontation. Il n'y a pas d'immersion, il n'y a pas d'histoire, on ne se raconte pas une histoire. Là, autant dans Kingdom Crossing, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh ben on déplace notre petit bonhomme, on va chercher des clans, on se fait des clans, il nous donne des effets. On a des ressources pour construire un petit peu des ponts et quand la reine elle est contente, elle nous donne des parchemins, etc. Parce qu'on a réussi des objectifs qu'elle attendait. Donc là, Kingdom Crossing, on peut se raconter une petite histoire. Là, Old King's Crow, il y a un univers de fou. Je vous dis, c'est un univers de fou malade. Les cartes sont magnifiques, mais il n'y a aucune histoire, il n'y a aucune immersion. Ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus dérangé, en plus du face caché. Voilà. Donc, Old King's Crow, je suis très heureux d'y avoir joué. Ça me permettra d'éviter de l'acheter, parce que j'étais tenté de l'avoir même en anglais. Mais non, je passerai à côté. Après, hein, c'est de ma faute, hein, si je m'étais un peu plus renseigné sur le gameplay, j'aurais peut-être pu dire, ben non, ça va pas être un jeu qui va me plaire. Et donc voilà, donc vous en savez un peu plus sur Old King Crow, je mettrai plein d'images, je vais essayer d'en mettre plein. Et puis bah moi, c'est pas un jeu pour moi, mais c'est sans doute un jeu pour d'autres personnes qui l'apprécieront, ça c'est sûr, parce que ce n'est pas un mauvais jeu, donc ne me tombez pas dessus, aïe, c'est juste mon ressenti. C'est moi qui n'ai pas aimé, c'est pas mon style de jeu, c'est pas mon gameplay préféré du tout. Sur un long jeu d'1h30, 2h, 2h30, encore moins. Donc voilà. Merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, attention, je passe ma tête. Prochaine vidéo, ou ça sera peut-être même celle qui sera avant, sur ces deux-là. Là. Pim Kingsfire Delve. Scorn Stockade and Vainglorious Grotto. Very good accent English accent. Ces deux jeux-là, des petites merveilles. Là, cette fin d'année, on est gâtés décidément. Mais alors ces deux-là, j'en avais pris qu'une, j'ai testé, j'ai fait ouh, ça c'est bien en solo. On peut y jouer à deux, mais j'y joue en solo. J'avais acheté celle-ci, j'ai fait oh, c'est très bien. J'ai vu que celle-ci du coup était bientôt en rupture, j'ai fait oh, je me la prends. Et j'ai testé les deux boîtes, c'est très sympa. Et j'ai tellement aimé que j'ai vu oh, ils font Kingfire Chronicle, un jeu en campagne avec tous les personnages, un truc de dingue. Bah je l'ai pris. Donc ça c'est la prochaine vidéo. Donc voilà, merci à vous, passez une bonne journée, sortez une bonne boîte de jeux en famille, entre amis et en famille. Moi je vous dis à bientôt et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et peut-être d'être maintenant sur la chaîne de Ludikev. Allez, merci à vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Salut à tous.